C'est celui-là le tien? Celui qui est là. Monsieur Jean Maillet-Cantot, qui est infirmier en psychiatrie, qui est cadre de santé formateur à IFSI de Pontarlier. Il est doctorant, mais il est docteur en fait maintenant. Il est plus doctorant, donc c'est fait. La soutenance est faite, le titre est accordé. Donc il va nous parler du genre et représentation socio-professionnelle, le cas des étudiants en soins infirmiers. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, je m'étais présenté devant vous il y a 4 ans pour présenter la base de mes travaux doctoraux. Et puis là, c'est vrai que j'ai le plaisir de les avoir terminés. Si on s'était vu il y a 1 an, ils n'auraient pas été achevés. Là, ils sont bouclés. La soutenance est faite, donc c'est une excellente chose. Merci Jean-Paul et Loïc pour l'invitation. Merci à l'ensemble du comité d'organisation, au comité scientifique. Je salue l'équipe du GRIEPS que je rejoins en tant que vacataire à partir de la semaine prochaine également. On peut passer 2 diapos plus loin, s'il te plaît. Si vous souhaitez télécharger le diaporama, donc il est disponible avec ce QR code. Alors mes travaux portent sur les représentations socio-professionnelles des étudiants en soins infirmiers sous le prisme du genre. Alors le rapport avec nos travaux là, sur la recherche en psychiatrie ne sont pas totalement évidents. La recherche en soins infirmiers, elle peut avoir 4 grands axes. Le plus important, c'est la pratique clinique. C'est ce qui va nous intéresser beaucoup au cours de ces 2 jours. Il y a toute l'organisation, la clinique du management, il y a la santé communautaire. Et puis, il y a aussi la population des praticiens et l'enseignement des soins infirmiers, des sciences infirmières. Et moi, c'est plutôt dans ce 4e axe que je situe mes travaux. On a commencé à aborder la question de la transmission, donc ça le rejoint également. Et les propos que tenait Philippe Delmas à l'instant nous intéressent également. Oui. Ah oui, le temps que tout le monde flash. Ce que je vais vous proposer, donc, c'est de vous exposer une petite partie des résultats que j'ai obtenus, de faire quelques focus méthodologiques également, puisqu'en fait, c'est des méthodologies qui sont alors, à la fois qualitatives et quantitatives, et qui sont transférables dans plein d'autres domaines. Voilà, donc c'est aussi l'occasion d'en découvrir ou redécouvrir certaines également. Est-ce que c'est bon pour le QR code ? Bon. Peut-être on va l'afficher pendant la discussion. On le remettra après. Hein? On va faire comme ça. Je vous expliquerai donc comment je suis arrivé à ce sujet. Donc quelques éléments théoriques, la problématisation, de la méthodo, quelques résultats sur la base d'une partie des hypothèses, et puis on conclura sur certains prolongements. Cette recherche, donc, elle porte sur les effets du genre, et le pourquoi, c'est très simple. Si on va du côté des ambulanciers, on trouve à peu près 1/3 de femmes. Si on va du côté des kinés, on en a 65%. Chez les sages-femmes, on a moins de 3% d'hommes. Et puis, chez les infirmiers, on est aux alentours de 17%. Et ça fait une dizaine d'années qu'on est sur un plateau qui a plus d'évolution. On considère que ce n'est même pas de la mixité, puisqu'en dessous de 20%, c'est compliqué de parler de mixité. Alors les raisons de ça, on les connaît. Il y a l'histoire de notre profession, il y a le fait qu'on associe prioritairement les femmes à tout ce qui est du domaine du care, et puis bien sûr, il y a des mécanismes sociaux d'orientation genrée. Et moi, j'avais commencé à m'intéresser à ce sujet à l'école des cadres. J'avais travaillé sur la question du genre soignant dans la prévention et la gestion de la violence en psychiatrie. Et puis j'ai voulu poursuivre ce travail également en m'intéressant donc aux effets cognitifs sur les étudiants. Qu'est-ce que ça leur fait d'être homme ou femme en formation infirmière? Tu peux passer à la diapo suivante.
avec une question de départ, quelle était donc, quelles sont chez les étudiants et étudiantes en soins infirmiers les différences potentielles entre femmes et hommes concernant les représentations de leur futur métier. Donc initialement quelque chose qui était plutôt basé sur la question de l'appartenance de sexe et qui a fallu étendre à la question du genre. Ces représentations, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est déjà des représentations sociales. Les représentations professionnelles et socio-professionnelles, c'est des représentations sociales. Donc là, je vous avais remis la définition de Denise Jodelet, qui, avec Serge Moscovici, a été une des grandes promotrices du concept. Et ces représentations sociales, donc c'est l'image que chacun se fait d'un phénomène, d'un objet concret ou abstrait. C'est à la fois un processus et un produit, et qui se décompose en deux parties. Donc, première partie, il y a tout d'abord l'objectivation. Il y a un objet nouveau qui apparaît, par exemple le Covid, il y a 2 ans. On a tous commencé à avoir des informations autour de ce truc, et puis on s'est dit qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Est-ce que c'est une grippette ? Est-ce que c'est mortel ? Et ce phénomène d'objectivation donc, qui permet d'avoir le contenu d'une représentation. Ensuite, il fait l'objet d'un ancrage, et cet ancrage, c'est comment cet objet nouveau, il va s'intégrer dans nos représentations et dans nos caractéristiques socio-biographiques également. Tu peux appuyer 2 fois. Encore une fois. Voilà. Donc, les caractéristiques psychosociales des individus sont également importantes. Et moi, je me suis intéressé à ces deux éléments. Dans les représentations socio-professionnelles, enfin les représentations professionnelles d'abord, c'est sensiblement différent puisque c'est la représentation que un professionnel a de son propre métier, de sa propre profession et des objets qu'il manipule. Chacun d'entre vous, dans le cadre de votre profession, vous avez des représentations professionnelles concernant les objets que vous manipulez. C'est à différencier de la représentation que moi, infirmier, j'ai du métier de boulanger ou du métier de sapeur-pompier, par exemple. Ces représentations professionnelles, elles ont une fonction qui est cognitive, ça m'aide à penser mes pratiques, une fonction identitaire, ça permet l'entre-soi, ça permet de se reconnaître et de s'inter-reconnaître, de se distinguer des autres. Ça permet de communiquer entre pairs, notamment avec la question du jargon professionnel. Et puis, ça permet de justifier ses pratiques a priori et surtout a posteriori. Elles contiennent des éléments descriptifs qui sont vraiment donc le contenu de la représentation. Quelle représentation, moi, infirmier, j'ai d'un acte soignant? Quelle représentation j'ai d'une réunion clinique? Quelle représentation j'ai des patients que je prends en charge? Quelle représentation j'ai des maladies dont souffrent les personnes que j'accompagne? Il y a des éléments prescriptifs qui sont plutôt normatifs, il y a des éléments conditionnels qui sont liés à là où je travaille, qui je suis dans la structure professionnelle, et puis des éléments évaluatifs qui permettent de dire ce qu'est un bon soignant ou une bonne soignante. Quand on est en formation, on n'a pas encore de représentation professionnelle, mais on a des représentations socio-professionnelles qui sont un petit peu entre les deux, et moi c'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est un concept qui n'est pas très développé, qui a été proposé par des collègues de l'université de Toulouse-Le Mirail, entre autres Bernard Fraisse, qui nous dit qu'elle constitue un premier degré initiatique d'engagement dans un champ professionnel. Elles précèdent l'action professionnelle et elles sont issues donc des représentations sociales. On va passer, donc, quand on est étudiant, des représentations sociales à la représentation professionnelle. Entre les deux, il y aura eu les études et la diplomation. Et chez les étudiants en soins infirmiers, donc, ça passe par la formation en alternance. Il y a déjà une motivation à rentrer dans la formation. Ensuite, peu à peu, les étudiants vont s'imprégner de leur futur métier, ils vont valider des compétences. Ils passeront la moitié de leur temps à l'IFSI, 2100 heures, ensuite 2100 heures en stage également. Et ensuite, ils vont décider de s'orienter vers
vers un certain domaine d'exercice. Et entre les deux, donc, on peut capter cette fameuse représentation socio-professionnelle. Ensuite, la question du genre, là-dedans, alors elle peut être abordée de manière extrêmement variée. C'est un objet qui est très complexe, le genre, qu'on peut regarder vraiment de toutes sortes de façons. Parmi les définitions que moi j'ai retenues, il y avait donc la question d'un système de bicatégorisation qui est hiérarchisé. Ça, c'est probablement le plus important. Il y a ce qui relève du masculin, ce qui relève du féminin et ce qui relève du masculin qui est quasi systématiquement placé au-dessus tout le temps. Donc une idée d'asymétrie, une idée de hiérarchie. Et puis avec ce qui nous intéresse, nous, la question de la division sexuée du travail, de l'assignation différenciée des femmes et des hommes à des places, à des occupations spécifiques et toutes les autres différenciations, notamment sur la question des attitudes, sur la question du vêtement également, et de la gestion du corps. Sur la base de ces éléments, donc, j'ai affiné un petit peu cette question de départ autour d'une problématique qui a été donc en quoi, chez les étudiants et étudiantes en soins infirmiers, le genre constitue-t-il un facteur de variation des représentations socio-professionnelles de leur futur métier, tant sur le contenu, donc l'objectivation, que sur l'ancrage, c'est-à-dire leurs caractéristiques socio-professionnelles et biographiques. Et donc je vous propose d'exposer certaines hypothèses au fur et à mesure. Au niveau du cadre méthodologique, donc juste pour votre gouverne, j'ai mobilisé un certain nombre d'objets. Il y a donc un terrain, une population, les étudiants et étudiantes en soins infirmiers. Il y a des concepts, le genre et les représentations socio-professionnelles. Et puis, il y a un certain nombre de méthodes donc, qui font partie de ce qu'on appelle l'analyse des données à la française, qui sont des méthodes d'analyse des données, donc entre autres l'analyse factorielle des correspondances et, tu peux passer à la suite, la classification ascendante hiérarchique, l'analyse en composantes principales, l'analyse de contenu, le récit de vie. Voilà pour ces éléments. Les premiers résultats que j'avais obtenus et ceux que j'avais présentés il y a 4 ans, donc c'était donc ces schémas qui permettent de voir la représentation qu'ont les futurs infirmiers et infirmières de leur métier. Chez les femmes, on a quelque chose qui est assez condensé, autour de 3 grands pôles, le relationnel, le soin, l'hôpital, et puis des pôles secondaires, l'équipe, le patient, l'écoute. Et chez les hommes, c'est un peu plus éclaté. On retrouve ce pôle du soin, tu peux passer à la suivante, qui est toujours central, mais les autres deviennent plus périphériques, le relationnel, l'hôpital, l'équipe. L'écoute et le patient sont également identifiés comme moins importants. Donc j'étais parti sur ces bases-là. Et à la suite, j'ai mené donc 40 entretiens avec des étudiants des deux sexes, dans 2 IFSI différents, où je leur demandais de me raconter pourquoi et comment ils étaient devenus étudiants infirmiers, comment se passaient leurs études, comment ils se représentaient leur futur métier. Ensuite, ils me racontaient leur biographie, ils me parlaient de leur vie actuelle, de leurs projets professionnels, et puis à la fin, ils devaient expliquer pourquoi il y avait autant de femmes et si peu d'hommes dans la profession. Et bon, ça, je ne vous parlerai pas des résultats que j'ai obtenus, mais c'était assez génial. C'était la foire aux stéréotypes. Dans les entretiens, donc, j'ai codé tous les entretiens sur la base d'un certain nombre d'éléments. Le rôle propre, le rôle sur prescription, la relation au patient, les qualités stéréotypées masculines, féminines, les compétences, l'équipe, etc. Les éléments négatifs de contexte, ça c'était important également. Donc ça, c'est le contenu de la représentation. Et puis une partie du codage portait sur l'ancrage de la représentation. Donc c'était pourquoi ils étaient là, leur motivation, leur socialisation, si ils avaient eu un parcours antérieur dans le milieu de la santé ou non, s'ils avaient des personnes autour d'eux qui étaient dans le milieu de la santé, et puis leur projet professionnel. Quand on fait du codage, qu'est-ce que ça donne ? On met tous les éléments de l'entretien dans un tableau avec 4 colonnes. On découpe ça en petits morceaux, c'est la 2e colonne. Et puis derrière,
À droite, donc on se met un certain nombre de notes sur les éléments qu'on a repérés. L'idée, c'est d'extraire un maximum d'éléments. Et donc, on retrouve là, entre parenthèses, par exemple, les différents éléments, hein, contexte négatif, équipe, bénéfice, but. Voilà. Et ensuite, ça permet de faire à la fois une analyse qualitative, mais aussi de compter les occurrences, donc de faire du quantitatif. Derrière, on peut analyser tous ces éléments-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la statistique multidimensionnelle. Donc, ça, c'est l'analyse des données à la française, avec des logiciels très sophistiqués qui permettent de créer des nuages de points. Ces nuages de points, on va ensuite les regarder en 2 dimensions. Donc, ça donne des choses un peu comme ça. Donc, à première vue, quand on regarde ça, on se dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être très compliqué à analyser. Ensuite, on tombe là-dessus, on se dit c'est à peine plus visible, mais c'est encore assez compliqué. Et puis on voit donc en fait que les personnages, donc là c'est les différents individus interviewés, ils sont regroupés en fonction de certaines caractéristiques. Ceux qui sont en haut, ils sont très pessimistes sur leur futur métier. À droite, ils sont très sensibles au rôle propre. À gauche, ils sont très sensibles à l'équipe. Puis en haut à droite, c'est ceux qui ont de l'importance pour le relationnel. Eux, ils apprécient les buts. Les derniers sont très axés sur la notion de compétence. Et en fait, c'est ça qui permet de dépasser la variable du sexe, puisque dans ces petites bulles que j'ai faites, il y a des hommes et des femmes avec des caractéristiques particulières. Et c'est là qu'on peut vraiment s'intéresser à la question du genre pour dépasser la variable du sexe. Si on s'intéresse qu'au contenu de la représentation et à la différence des sexes, il y a très peu de différences en fait dans ces entretiens. J'ai remarqué que les femmes citent plutôt des qualités stéréotypées féminines. Elles disent que pour être une bonne infirmière, il faut être gracieuse, il faut être gentille, il faut être douce, il faut être accueillante. C'est un peu caricatural, hein, mais bon, quand on travaille sur les stéréotypes, forcément on tombe dans des caricatures. Et puis les hommes, ils considèrent qu'il faut des qualités, mais qui ne sont pas forcément sexotypées. Voilà. Ils ne citent pas spécifiquement les qualités masculines. Donc là, on voit que si on s'arrête au sexe, ce n'est pas très intéressant, d'où l'intérêt d'aller dans la question du genre. Avec une première hypothèse, hein, qui était que ces variations, elles pouvaient s'expliquer donc par un ancrage psychosocial genré, donc à travers la socialisation et l'entourage familial essentiellement. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on se rend compte alors que les étudiantes et les étudiants là, qui sont en formation, les hommes ont été élevés comme des petits garçons, bien dans les clichés, les petites filles aussi, également. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans des formes de transgression. Les hommes que j'ai rencontrés, il y avait des pompiers dans le lot, il y en a un certain nombre qui avaient eu aussi des parcours professionnels avant, qui étaient très typés masculins. On ne retrouvait pas de socialisation contre-genrée comme on peut éventuellement le supposer. Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient issus d'un bac scientifique, très peu de femmes, à l'inverse. Et puis il y avait aussi des similitudes entre les groupes de sexe. Il y en avait une bonne partie qui avait une maman infirmière. Il y en avait certains qui avaient exercé un rôle précoce de soignant dans le cadre familial aussi. Et puis, maintenant, il n'y a plus de concours, mais voilà, là aussi, la préparation au concours était quelque chose qui était retrouvé dans les deux groupes de sexe. Autre hypothèse, et ça, c'était peut-être le plus intéressant, c'était pourquoi ils veulent devenir infirmiers et quels sont leurs projets. Et donc, ça a permis de les classer en différents groupes sur cette base-là. J'ai identifié donc 4 types d'orientation. Donc la première, c'était l'orientation rationnelle. C'est ceux qui sont rentrés en formation après avoir pris des informations, s'être renseignés, avoir fait des petits stages, envisager d'autres alternatives. L'orientation par défaut, c'est ceux qui voulaient devenir médecins, kinés, scientifiques, astronautes, sages-femmes, et puis qui ont essayé, qui n'ont pas réussi, et puis pour qui le métier d'infirmier, c'est un palliatif, un moindre mal. Il y a l'orientation vocationnelle, donc là ça concerne essentiellement des femmes qui soignaient leurs poupées, qui leur mettaient des pansements quand elles étaient petites, et qui disent « j'ai toujours voulu faire ça ». Et puis une fois qu'elles ont dit ça, elles n'arrivent pas à aller plus loin. Et puis ceux qui voulaient travailler dans le milieu de la santé,
mais sans avoir un métier spécifique. Concernant les orientations, donc là c'est assez flagrant, hein, vous avez donc un graphique là, qui récapitule les écarts de points dans les projections entre les femmes et les hommes. Donc à gauche, c'est là où les femmes veulent plus s'orienter. Donc on voit que c'est très varié en fait. Hein. Et à droite, c'est là où les hommes souhaitent le plus s'orienter. Où est-ce qu'ils veulent aller, ces hommes? Attends, reviens en arrière. Ils veulent aller en réa, en soins intensifs, aux urgences, aux SMUR et en psychiatrie. Vous avez vu que la psychiatrie, c'est le plus distinctif également. Donc là aussi, on retombe dans quelque chose qui est très stéréotypé. Hein. Ces hommes qui sont à la recherche de l'adrénaline, de la puissance, de la rapidité, de la force également. Et à l'inverse, les femmes qui se dirigent très peu vers ce cadre-là. Là, on est encore dans une distinction selon les sexes, mais donc derrière, on va pouvoir ensuite regrouper les étudiants encore plus finement. Là encore, on a des logiciels qui nous permettent de le faire, donc c'est ce qu'on appelle la classification ascendante hiérarchique. Le logiciel crée ce qu'on appelle un dendrogramme qui permet de faire des groupes d'étudiants en fonction de leurs caractéristiques. Donc je vous l'ai mis juste pour vous montrer que pour lire ça, c'est extrêmement compliqué. Attention, tu vas trop vite. Hein. C'est très compliqué à lire. Hein. On voit qu'il y a certaines caractéristiques communes. Mais derrière, moi, il a fallu que je refasse un classement manuel. Donc j'ai repris toutes les données une par une, j'ai relu tous les tableaux un par un pour pouvoir faire un certain classement. Et j'ai réussi à faire 5 groupes d'étudiants. Donc le premier groupe, c'est quasiment que des hommes. Ils sont issus de milieux plutôt modestes. Et eux, ils voulaient devenir médecins, kinés, scientifiques. Et puis, ils n'ont pas réussi. Voire même certains se sont auto-censurés en lien avec leur origine sociale. Et eux, vu qu'ils ont fait un choix par défaut, ils sont très peu critiques vis-à-vis du contexte d'exercice. C'est-à-dire qu'ils savent peut-être que c'est compliqué de travailler dans le milieu de la santé, qu'on manque de moyens, qu'on manque de personnel, mais ils en parlent très peu. Et ils sont très sensibles au rôle sur prescription. On retrouve donc un espèce de deuil pas vraiment fait de la dimension médicale. Ils parlaient beaucoup du rôle sur prescription. Deuxième groupe, autant de femmes que d'hommes, c'est ceux qui ont fait un choix rationnel, qui sont là en connaissance de cause, et eux, ils sont très sensibles au contexte négatif. Ils ont compris que ce ne serait pas facile, mais ils y vont quand même. Et ils savent pourquoi ils sont là. Voilà, pour eux, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Troisième groupe, donc c'est l'opposé total du groupe numéro 1, c'est les vocations. Donc là, il y avait 8 femmes sur 9. C'est des personnes qui m'expliquent qu'elles ont toujours voulu faire ça, qu'elles n'envisagent pas d'autres métiers, mais qui n'ont pas envisagé d'autres choses, qui sont très axées sur le rôle propre. Et qui, par exemple, ne citaient pas du tout de qualité masculine, qui étaient dans une approche vraiment, avec de gros guillemets, on va dire traditionnelle du métier d'infirmière. Le quatrième groupe, alors là, c'était intéressant, c'était des militaires. J'ai interviewé des étudiants militaires et alors eux, ils ont une représentation qui est très particulière de leur métier d'infirmier militaire. Hein. Qu'on soit homme ou femme, il faut avoir des qualités masculines. Hein. Il faut pouvoir y aller, il faut aller dans les opérations extérieures, il faut aller sur les théâtres de guerre, les théâtres d'opération. Pour eux, ce qui est important, c'est les compétences, le fait d'avoir toujours de la nouveauté et le rôle propre, c'est pas du tout quelque chose qui les intéresse. Voilà. C'est pas du tout le cœur de leur métier. Et puis le dernier groupe, c'est celui que j'ai appelé les rationnels compétents. Donc là, c'est pareil, c'est plutôt des hommes qui, eux, ont fait un choix rationnel, mais qui sont très axés sur la question de la compétence. Donc là, on voit avec ces groupes comment on passe au-delà de la question du sexe, et on est bien sur la question du genre, puisque ça peut très bien mêler des femmes et des hommes, et malgré tout, qu'il y ait des questions de genre qui prennent le dessus là-dedans.
Ensuite, il fallait voir s'il y avait d'autres déterminants qui faisaient varier ça. Et celui que je vais vous proposer, donc, c'est en fonction des années d'études. On voit qu'il y a des évolutions assez intéressantes de la représentation socio-professionnelle au cours des études. Et ça passe par certains éléments. Parfait. On voit par exemple que le relationnel, c'est la dimension fondamentale et qu'elle est importante tout au long des études. Première année, deuxième année, troisième année. On voit que les compétences sont particulièrement importantes en deuxième année et puis après ça baisse un petit peu en troisième année. On voit que le rôle propre, il est très important au cours de la première année. Ensuite, il s'effondre en deuxième année et il y a un retour en grâce en troisième année. Et puis, le contexte négatif. Les étudiants sont très conscients des difficultés auxquelles ils vont se confronter, particulièrement en deuxième année. Et après, il y a une espèce de résilience qui se met en place à la fin de la formation. Pour terminer, donc, comme dans les exigences d'une recherche doctorale, il y a la question de l'innovation qui est importante. Et ce que cette recherche avait d'original, c'est qu'elle ne s'intéressait pas qu'à la minorité des hommes, ce qui est le cas dans beaucoup de recherches sur la question du genre, mais je m'intéressais à la fois à la minorité et à la majorité, les femmes également, pour pouvoir faire des comparaisons. Pour nous, formateurs, l'intérêt, c'est aussi de voir comment ces représentations évoluent au cours de la formation et d'interroger peut-être des éléments qui par ailleurs sont passés sous silence, mais surtout sans réduire les étudiants à la question du sexe ou à la question du genre. Ça, c'est absolument fondamental. C'est l'immense mise en garde de ce genre de travaux. Ne pas croire qu'on va réduire justement les personnes à ça, mais au contraire se donner des clés de lecture supplémentaires. Et puis socialement, c'est de voir aussi comment des mécanismes de domination sociale et professionnelle se traduisent d'un point de vue cognitif. C'est-à-dire que ça imprègne ce qu'on a dans la tête très clairement. Par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, dans la question des soins en psychiatrie, ça interroge la question du recrutement des futurs soignants, de la capacité à s'autoriser à être recrutés, c'est-à-dire à se diriger dans le milieu des soins en psychiatrie. Ça interroge la question de l'essentialisation des compétences, de la naturalisation des compétences, notamment dans la question des appels au renfort. Voilà, pourquoi est-ce qu'on nous demande des hommes? Quels effets ça produit? Et puis en quoi ça a des effets extrêmement délétères, voilà, de laisser croire à des personnes que des compétences sont liées à leur appartenance de sexe et absolument à rien d'autre, et de laisser croire à des femmes qu'elles ont des déficits de compétences sur certains points et qu'elles ne les acquerront absolument jamais. Je pense que c'est des choses qui sont extrêmement dangereuses. Et on constate une évolution des discours, mais beaucoup moins des actes, très très clairement, dans ce cadre comme dans l'ensemble de la sphère sociale. Ça permet d'étudier aussi la question de la répartition des activités de soins, donc ce qu'on appelle la division sexuée horizontale du travail, et également la division sexuée verticale en termes de progression de carrière. Jean-Paul, tu parlais tout à l'heure des IPA. Alors, je n'ai pas encore des chiffres très définis, mais on se rend compte que la proportion d'hommes chez les IPA elle est beaucoup plus importante que chez les infirmières, par exemple. Voilà. Chez les cadres aussi, tout à fait. Et puis chez les infirmiers anesthésistes. À l'inverse, chez les puériculteurs et chez les infirmiers de bloc, la proportion d'hommes est moins importante. Voilà. Donc les IPA vont offrir aussi une population tout à fait intéressante à explorer sur ce point-là dans les prochaines années. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. On va passer à l'échange. Parfait, je vois déjà plein de mains se lever. Il y a Pierre Parisot-Legault qui m'informe qu'il s'est heurté contre la porte close de son université d'où il devait se connecter pour nous parler après la pause. Donc il est en train maintenant de rentrer à la maison à travers la forêt québécoise. Donc on peut discuter en fait. Ça l'arrange énormément en fait.
Oui, merci de ton intervention. Je rapporte une problématique que nous rencontrons à les écoles suisses. Peut-être que mon collègue aussi va intervenir, parce que nous avons des gender fluides qui sont effectivement une génération qui ne veulent pas se définir par le genre. Donc, est-ce qu'ils sont intégrés effectivement dans cette étude-là? Parce que c'est la génération Z qui nous est arrivée dans les instituts de formation ou les hautes écoles, sur lequel effectivement on ne peut pas, demander le genre comme définition, du statut, parce qu'ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de personnalité où vous les avez intégrés, parce que je vois que c'est toujours homme-femme, dans vos sections. Il se peut que la recherche date aussi. Je me suis dit, c'est peut-être antérieur au phénomène que nous rencontrons, puisque nous avons 10% à peu près d'étudiants dans cette tranche de gender fluide. Merci Philippe pour votre question. Oui, ça a été une question que je me suis posée en fait. Le recueil de données là, date d'il y a 3 ans à peu près. La première question dans ces entretiens, c'était est-ce que je leur demande quel est leur sexe et puis comment ils se définissent du point de vue du genre aussi. J'ai fait l'hypothèse que c'était encore un peu audacieux et que ça risquait de bloquer les entretiens. Très clairement que ça risquait de coincer un peu. Donc, je ne leur ai pas demandé leur carte d'identité quand ils sont arrivés. C'est moi-même qui ai fait cette catégorisation, mais c'est déjà un vrai questionnement en fait. Comment faire cette catégorisation d'un point de vue éthique? Est-ce que c'est à moi de le faire aussi? Est-ce que c'est à eux de s'auto-catégoriser également? Sur la base de quoi je le fais? Ce qu'on voit d'une personne, c'est son genre, c'est pas son sexe. Ils sont arrivés, ils étaient habillés. J'ai pas fait d'études anatomiques pendant l'entretien. Donc ça, c'est des vraies questions. Comment la personne se définit? Donc, les éléments que j'ai utilisés, c'est effectivement la question de la socialisation primaire et de la socialisation secondaire pour étudier ces éléments-là. C'était ce que eux me disaient de leur caractère également. Mais la question de la fluidité des genres va bien sûr s'inviter de plus en plus dans ces études et ça pourra, à mon avis, renforcer l'intérêt qui est porté à ces questions-là, très clairement. Et là encore, en nous obligeant à sortir de schémas qui sont binaires et en explorant une plus grande latitude de possibles. Voilà, donc moi je pense que c'est un grand intérêt. Effectivement, je ne l'ai pas considéré dans ce cadre-là. Et puis je rappelle que j'ai fait mes études dans une université française, voilà. Également. Voilà, je pense qu'on est un petit peu moins avancé sur ce cadre aussi. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec Benjamin Villeneuve également. Au Québec, Benjamin, il a eu un enseignement qui s'appelle sexe, genre, intersectionnalité. Voilà, je suis pas sûr que ce genre d'enseignement soit possible pour l'instant en France. Oui, donc déjà merci pour votre intervention. J'avais une question effectivement assez jumelle de celle qui a été posée. C'était de savoir si effectivement dans l'échantillonnage, c'était des personnes cisgenres qui avaient été interrogées. Vous avez un petit peu répondu à la question. Et savoir aussi à votre avis si... parce que c'est très hétéronormé finalement ces résultats-là. Et c'est pas une critique du tout, mais c'est que finalement aussi vous n'avez pas forcément exploré ça et c'est tout à fait entendable. Mais est-ce que vous pensez que si on questionnait un plus grand échantillon avec des personnes moins hétéronormées, aussi avec des orientations sexuelles différentes, on aurait les mêmes résultats en fait? Alors, hétéronormé, je ne sais pas. En tout cas, c'est basé effectivement sur la distinction binaire de genre. Après, c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'il faut que j'interroge ces étudiants et étudiantes sur leurs orientations et leurs pratiques sexuelles? Dans mon premier canevas d'entretien, c'était le cas. Je l'avais mis. Puis après, je me suis dit, la plupart, ils auront une vingtaine d'années, voire moins. Il y en avait qui avaient à peine 18 ans. C'était compliqué d'un point de vue éthique, puisque ça signifiait peut-être leur poser des questions qui ne s'étaient pas encore posées. Déjà, en les interrogeant sur la représentation de leur métier, il y en a qui ont fait des liens cognitifs qu'ils n'avaient jamais faits. Et certains sont sortis d'entretien, ils n'étaient pas forcément bien.
hein. Donc là aussi, en tant que chercheur, moi je ne suis pas là pour faire du mal aux personnes qui font partie de mon échantillon, qui ont accepté de me répondre. Et donc cette partie-là, je l'ai évacuée. S'ils en parlaient, ils pouvaient en parler. S'ils voulaient me parler de leurs copines, de leurs copains, de leurs conjoints, de leurs femmes, de leur mari, il n'y avait aucun problème. Mais j'abordais juste la question de la conjugalité et la question de la parentalité. Voilà. Et après, je les laissais venir. Et certains en ont parlé, d'autres ne l'ont pas abordé. Et là, c'était vraiment une réserve éthique aussi. Et c'était lié aussi à la manière dont on avait échantillonné. La question, l'abord pour l'échantillon, c'était on va vous demander de parler un peu de vous et surtout de votre futur métier. Après, si on abordait la question du genre, je pense qu'il faudrait que ça soit qu'il y ait une précision supplémentaire avant pour ne pas mettre la personne en difficulté. Donc là, ça a vraiment été une visée éthique et une retenue à ce niveau-là. Mais bien évidemment que ma curiosité en tant que chercheur, ça aurait été d'aller plus loin, bien évidemment, hein. Voilà, ça n'a pas été possible en lien avec ces questions éthiques. Mais je suis d'accord avec vous, ça mériterait d'aller beaucoup plus loin aussi. Je veux juste faire une petite suggestion. Est-ce que les personnes qui prennent la parole peuvent se présenter brièvement, comme ça on sait un peu d'où on vient, etc. Et puis d'où on parle aussi. Et puis je vais abuser de mon micro et dire qu'au fond, je ne suis pas du tout lacanien, mais ça me fait penser à cette phrase de Lacan qu'il n'y a pas de métalangage en fait. Et la difficulté méthodologique de votre recherche, c'est que vous opérez, parce que j'imagine que vous inscrivez dans une approche critique globalement. D'ailleurs, ça fait le lien avec la conférence qui suivra de Pierre Parisot-Legault. Et puis, d'une certaine façon, vous êtes, bon gré, mal gré, obligé d'utiliser des catégories que vous êtes censé déconstruire quelque part. Hein. Exactement. Ouais. On ne peut pas... voilà, alors la question critique, oui, elle s'invite forcément. Alors même si j'ai beaucoup travaillé aussi sur ma propre posture dans ce cadre-là, hein, pour limiter au maximum les biais, on n'est plus dans une exigence de neutralité dans la recherche, mais de subjectivité assumée, d'impartialité plutôt. Et donc oui, il faut bien travailler avec des catégories existantes, même si c'est pour les dénoncer. Donc avec le risque que ça soit lu à l'envers et qu'on dise celui-là, en fait, il renforce la binarisation des sexes. Voilà. Et puis, il ne s'occupe pas des gens qui se définissent comme étant intersexes, non-binaires ou autres définitions, en fait, hein, puisque la palette est relativement large également et ne fait que s'étoffer. Oui, bonjour, Thibaut, infirmier au Centre psychothérapique de l'Ain. Merci pour votre intervention. J'aurais aimé savoir, est-ce que parmi les étudiants du coup que vous avez interrogés, certains avaient une représentation sociale avant de rentrer en études très différente de la représentation socio-professionnelle du coup qu'ils ont acquis au cours de leur formation? Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont fait part d'un gap particulièrement important entre ce qui se représentait à l'origine et ce que finalement ils découvrent en apprenant, en faisant ces études? Ceux qui pouvaient éprouver ça, c'était notamment ceux qui venaient par vocation. C'est-à-dire qui venaient là parce que c'était beaucoup des femmes hein, qui disaient qu'elles avaient toujours voulu faire ça, et c'était elles qui pouvaient le plus se prendre le mur de la réalité en pleine face. Les militaires, par exemple, ils allaient là en connaissance de cause. Ceux qui avaient pris des renseignements, qui avaient fait des stages, qui avaient rencontré des personnes, là, il n'y avait pas trop de soucis non plus. Mais effectivement, cette question de la vocation, elle est très intéressante parce que c'est elle qui peut occasionner le plus de déconvenues chez les étudiants qui se prennent la réalité en pleine figure. C'est beaucoup moins beau que ce qui avait été imaginé, parce qu'une vocation, c'est beau. Hein. Voilà, il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de mystique, de religieux dedans. Et puis en fait, la réalité, c'est beaucoup moins drôle que la vocation. Donc c'est pour ces personnes, effectivement, que l'écart était le plus important. Une dernière question. Daniel Ducrot, infirmier en psychiatrie en Suisse. Vous avez parlé un moment que la représentation des aspects négatifs du terrain, elle apparaissait très clairement en deuxième année, puis qu'elle disparaissait au troisième. Et vous avez parlé de résilience. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que c'est réellement de la résilience ou est-ce que c'est de la résignation? Oui. Alors, ces effets négatifs, c'est à peine plus subtil. Hein. Ils sont déjà présents en première année, ils s'acutisent en deuxième année et ils diminuent quand même en troisième année. Ils sont quand même toujours présents.
effectivement, entre résilience et résignation, je n'ai pas tranché. D'ailleurs, ce n'est pas des termes que j'ai fait apparaître dans mon travail de thèse. Hein. C'est maintenant que je suis en train de réfléchir à ça, en fait. Puisque je me suis repenché sur ces données, je les réanalyse pour voir qu'est-ce que je peux en tirer encore. Faudrait, pour affirmer que c'est de la résilience, effectivement, il faudrait que je le croise avec d'autres éléments. Est-ce que c'est du faire avec, mais est-ce que c'est par dépit ou est-ce que c'est de la résilience? Effectivement, ça mériterait de pousser encore un peu plus loin. Voilà. En tout cas, on voit qu'en troisième année, tous les éléments qui étaient fortement axés autour de la deuxième année, notamment le fait que les compétences étaient plus importantes, tout ça vient se stabiliser. Il y a cet effet-là, c'est ça qui me faisait dire qu'il y avait une forme de résilience dans le sens où tout ce qui était exacerbé avant devient un petit peu moins important dans ce cadre-là. Mais vous avez tout à fait raison de le souligner, hein. C'est peut-être juste de la résignation. Et ça, ce serait quand même très péjorant aussi, hein, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler directement sur le terrain et qu'il y a déjà quelque chose d'assez triste dans cette représentation. Le chef me dit qu'on ne prend plus de questions, en fait. Je suis un peu partagé parce qu'en même temps, Pierre m'a envoyé une photo de neige dans la forêt. Puis il y a une sacrée couche quand même, hein, donc je ne sais pas si c'est vraiment sage d'arrêter la question. Continue. On avance. Je ne sais pas, peut-être faisons la remarque de Dominique, j'imagine, et puis on va vraiment arrêter là. Parce que... Je réagissais à ce pourcentage d'étudiantes dont les parents sont infirmiers ou infirmières et qui ont exercé précocement dans leur cadre familial des soins. Et je me demandais comment, avec tout ce qu'on sait autour de la notion de réparation, et je me demandais comment ça interagissait avec la question de la résignation. Et est-ce que tu as étudié comment ça rebondissait autour de... Non, j'ai pas fait ça faisait. Ouais, j'ai pas fait de lien spécifiquement entre avec la question de la résignation. En tout cas, là, dans ce cadre-là, effectivement, c'était assez important le nombre d'étudiants qui avaient eu à tenir des rôles soignants, mais extrêmement complexes. Hein. Je pense à un jeune homme qui devait soigner son père qui était atteint d'une maladie neurodégénérative, une autre qui avait pris la place de mère dans le foyer face à une maman qui était très très dépressive, un autre qui soignait toute sa famille. Voilà, d'ailleurs, il m'a parlé de toute sa famille pendant tout l'entretien. Donc après, j'ai pas étudié directement quel impact ça pouvait avoir en termes de résignation. Mais ce que j'ai constaté, oui, c'est qu'il y avait un nombre quand même anormalement élevé de personnes qui étaient dans ce cadre-là. Ce qui était compliqué, c'est certains ont fait les liens pendant l'entretien du fait qu'ils se destinaient à devenir soignants et qu'ils l'avaient déjà été dans leur famille. Donc là aussi, en termes éthiques, c'est compliqué. Hein. Quand on arrive et puis qu'avec nos gros sabots, là, on amène les personnes à faire des liens cognitifs qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, hein, qu'ils n'avaient pas fait pendant les 20 premières années de leur vie. Et là, en 1 heure d'entretien, ils commencent à les faire. Faut pas trop gratter non plus. Hein. Le but, c'est pas de faire du mal aux personnes. On peut penser que c'est quelque chose que tu dois élaborer quand tu te destines à une carrière de soignant. Oui, mais c'est pas... en tout cas, c'était pas à moi, en tant que chercheur, d'en juger. Voilà. Quand les étudiants que j'accompagne dans le cadre de mon travail, je les aide à réfléchir dans ce cadre, mais j'y vais très subtilement. Puis après, des fois, il y a des liens cognitifs qui se font, puis on les avait pas anticipés, en fait. Hein. Voilà. Et là encore, c'est un des effets collatéraux, mais derrière, il faut pouvoir accompagner cet atterrissage, quoi.